Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Si ça vous convient, on va attendre, comme à l'habitude, 1 ou 2 minutes. On va commencer à midi 2, si ça vous va, le temps que les gens se connectent. Donc on va couper nos micros et puis on arrive dans 2 minutes. À tout de suite. Je vois que pas mal de gens sont arrivés, donc pour les derniers retardataires, on aura commencé. On ne va pas vous laisser attendre dans le vide. Déjà, merci à tous d'être ici aujourd'hui pour ce webinaire diversité et inclusion en entreprise. Si ça vous convient, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait prendre quelques minutes avec Laura pour se présenter. Je te donnerai la parole juste après si ça te convient, comme ça tu nous conduiras vers le sujet et vers toute ton expertise. En précision, si tout au long de ces échanges, vous avez la moindre question, n'hésitez pas du tout à la poser directement dans le chat. On a dans le chat caché, donc sans caméra, Clémentine de Maria, qui est notre modératrice aujourd'hui. Elle est là pour s'assurer qu'on passe à côté d'aucune de vos questions. Donc, n'hésitez pas, et même si votre question passe, elle sera reprise. En guise d'introduction, je suis Alice, Content Manager B2B chez Maria Schools. Pour ceux qui ne le savent pas, Maria, c'est le campus d'avant-garde qui forme les collaborateurs et les collaboratrices aux compétences essentielles des entreprises numériques et responsables. Maria, pourquoi? Parce qu'on s'inspire de la pédagogie Montessori pour donner à tout un chacun l'envie d'apprendre en expérimentant par la pratique et en s'inspirant des techniques des meilleurs. Voilà, on a un écosystème de 600 profs qui ne sont pas des profs, mais des professionnels qui viennent directement du terrain. Et on travaille et on éduque, si je puis dire, autour de thématiques très diverses comme la data, le leadership inspirant, le growth, le product, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, autour de la responsabilité sociétale et environnementale et sociale des entreprises. Du coup, dans cette optique, on se retrouve aujourd'hui pour parler du vaste sujet de la diversité et de l'inclusion en entreprise, qui est évidemment un sujet central chez Maria et puis pour toutes les entreprises qui ont à cœur d'être plus inclusives. Et puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on échange avec Laura Driancourt. Laura, bienvenue. Et tu es une ancienne avocate en fiscalité d'entreprise et tu es aujourd'hui cofondatrice de Projet Adelphité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et sur Projet Adelphité? Bien sûr. Déjà, bonjour tout le monde et merci à Alice et Maria Schools pour cette belle invitation. Je suis ravie d'être là et de vous parler pendant 1 heure de diversité et d'inclusion. Donc, comme tu l'as dit, je suis une ancienne avocate spécialisée en fiscalité des entreprises et il y a bientôt 2 ans, j'ai cofondé avec 3 associés Projet Adelphité, qui est une agence de conseil et stratégie en diversité et inclusion. Et notre but, c'est de mettre ce sujet au cœur du développement et de l'organisation des structures, de façon à créer des structures qui soient plus saines et inclusives.
Et on a pour ce faire une approche qui est multidimensionnelle et on va en parler plus en détail après. Mais l'idée, c'est de ne pas traiter que d'égalité femmes-hommes ou de handicap, qui sont les obligations légales en France aujourd'hui. Les obligations légales positives dans le sens où il faut faire quelque chose, parce que la discrimination est interdite, donc ce que j'appelle moi une obligation légale négative, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'action à faire, juste ne pas le faire. Donc, et nous, on sait que, enfin, il y a plein d'études qui montrent que lorsqu'on travaille que sur l'égalité femmes-hommes, en fait, on laisse de côté plein d'autres sujets qui affectent aussi les femmes parce que, bah, typiquement, quand on est une femme noire, on n'est pas un jour femme et un jour noir, on est tous les jours femme et noire. Et donc, le sexisme prend des formes particulières. Et si on n'aborde pas le racisme couplé avec le sexisme, bah, en fait, on ne peut pas aider ces femmes-là aussi. Et donc, l'égalité femmes-hommes, au final, ne sert que à des femmes qui ont exactement les mêmes profils que les hommes à l'heure actuelle, qu'on voit dans les postes de cadre sup ou de top management, à la seule différence que ce sont des femmes. Et ce n'est pas la représentation de la société qui existe et à laquelle on veut aboutir. C'est très clair. C'est exactement très clair. Est-ce que ça te va si on plonge dans le sujet? Totalement. On s'était dit que pour commencer, ce serait pas mal de définir déjà qu'est-ce que l'inclusion, l'inclusion de manière globale et en entreprise pour avoir, en ayant les bons cadres, ça permet à tout un chacun de savoir ses limites et ses angles morts qu'il n'a pas forcément identifiés. Donc, je vais te laisser la parole. Bien sûr. Moi, je pense que c'est important. On ne peut pas définir l'inclusion sans parler de diversité et inversement. On a des structures qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce qu'on ne va pas chercher d'abord à travailler sur notre recrutement pour avoir justement des profils plus diversifiés? Alors oui, c'est pertinent, mais si en fait la structure elle n'est pas prête à faire preuve de plus d'inclusion, franchement, ça ne sert à rien. Et autant travailler, accompagner les collaborateurs et collaboratrices à faire preuve de plus d'inclusion et aussi à préparer la structure dans ses processus en l'ensemble. Et donc, une fois que ça s'est dit, c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion? Et donc, l'inclusion, typiquement, c'est de faire en sorte que chaque personne, quelles que soient ses caractéristiques liées à la diversité, on en parle juste après, puisse prendre pleinement part à la société. Et je parle de la société au sens civil, mais là, on parle des entreprises, donc à la société en termes entreprise, donc, mais aussi organisation au sens général. Ça peut être des associations, ça peut être des fondations, des coopératives. Il y a plein de sortes de structures où on est amené à travailler les uns les unes avec les autres. Donc, une fois que c'est dit, c'est quoi ces caractéristiques? Ça revient à ce que je disais avant, cette approche multidimensionnelle qu'on a chez Projet Adelphité, où ça va être typiquement la diversité, ça va être tous les sujets qui peuvent porter à discrimination. Qu'en France, il y a 25 critères de discrimination, donc on ne va pas faire la liste des 25 critères, mais surtout qu'il y en a beaucoup qui se recoupent, en fait, parce que sociologiquement, on sait qu'il y a des liens entre le fait d'être racisé et la pauvreté. Statistiquement, voilà, on sait que c'est le cas. Et donc du coup, on va reprendre un certain nombre de critères de ces 25 critères de discrimination et on va poser ça comme base pour la diversité. Donc typiquement, ça va être le genre, ça va être, l'origine ethnique ou raciale. Donc attention, moi quand on parle de race au sens social. Les races biologiques, ça n'existe pas, c'est une hérésie. Par contre, ça a eu un impact, la construction de cette idéologie a eu un impact sur notre société encore à l'heure actuelle et donc on a la notion de race sociale. Et donc, qui peut parfois se croiser avec l'ethnie, même s'il y a des subtilités. On ne va pas rentrer dans ce niveau de détail. Donc, on va considérer que pour la conférence, on va parler de ça de manière interchangeable, mais il y a des différences. Donc, le genre, l'origine ethnique ou la race sociale, l'origine sociale, l'orientation sexuelle, le handicap et l'apparence physique et l'âge. N'oublions surtout pas l'âge. Voilà, c'est un peu les grandes thématiques qui vont revenir, sachant qu'il y en a qui se croisent. Typiquement, l'apparence physique, ça va être lié à la race sociale, souvent. Ça va être lié aussi au handicap, parfois, pas toujours. 80% des handicaps sont invisibles. Ça va être lié au genre aussi, puisque selon à quel point on correspond au stéréotype de genre, ça va plus ou moins nous faciliter la vie. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont se recroiser. Et sur l'apparence physique, il y a aussi la question du poids, puisque les personnes grosses ont plus de difficultés à trouver un emploi. En fait. Donc voilà, ça va être l'ensemble de ces éléments et donc vraiment l'inclusion, c'est de dire toutes ces caractéristiques, on veut faire en sorte qu'elles n'aient plus un impact négatif sur la carrière et la vie en général des individus. Que ça soit entre guillemets neutralisé en fait. Et donc c'est construire des politiques
qui vont s'assurer que, typiquement, une femme qui a un enfant, enfin une personne qui a un enfant, qui a une grossesse, parce qu'on ne va pas oublier, par exemple, les hommes trans peuvent porter des enfants. Euh, et donc, une personne qui a une grossesse, s'assurer que ça n'a pas un impact sur sa carrière. Donc, Oui. comment on construit des politiques d'entreprise qui s'assurent de neutraliser ça, mais dans le sens où on accompagne au mieux les personnes pour le vivre aussi. Oui, 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 évidemment. Sur tous ces sujets, comprend que l'entreprise doit prendre de front. On a donc, tu as bien fait la distinction entre des aspects qui étaient légaux positifs, c'est-à-dire des choses qui étaient obligatoires à faire pour l'entreprise, et d'autres qui ne sont pas dans l'obligation légale, mais qui avaient beaucoup d'intérêt d'être traités également, puisque, comme tu le disais, on n'est pas femme ou quelque chose, ou handicapé, ou etc. Est-ce que tu peux nous dire, si on va vers le deuxième point, pourquoi en fait il est essentiel d'aller au-delà de ces obligations légales, même si tu l'as un peu vu, d'aller creuser un peu plus le sujet, et pourquoi les entreprises ont surtout un bénéfice à aller au-delà, plus qu'une obligation? Alors sur ça, pour nous, il y a déjà une vocation morale et éthique. De quel type de société, en sens général, on veut créer, et l'idée, c'est de ne laisser personne sur le bas-côté. Déjà, il y a une vocation morale et éthique là-dedans. Mais il y a aussi un certain nombre d'avantages financiers pour les structures à le faire, puisque depuis 2007, McKinsey publie tous les 2 ans une étude je crois que c'est tous les ans sur les femmes, et puis depuis 5 ans, une étude sur la diversité et l'inclusion et son apport dans les entreprises. Et typiquement, on sait que un top management qui est paritaire, c'est-à-dire qu'il y a une égalité entre le nombre d'hommes et de femmes, va présenter en moyenne une probabilité de surperformance financière de 25% par rapport à d'autres entreprises de son secteur qui n'ont pas cette parité. Donc ça, déjà, OK, bon, égalité femmes-hommes, on le sait, c'est super cool, super positif. Mais en fait, cette étude, elle va plus loin, puisqu'elle indique que lorsque le top management est diversifié ethniquement parlant, cette probabilité, elle monte à 36%. Pourquoi? Ok. Pourquoi, en fait, éthiquement parlant, c'est plus élevé? Tout simplement parce que quand on parle d'ethnie, on parle aussi de genre. Et souvent, en fait, c'est ça, on l'oublie, en fait. Typiquement, vous regardez les représentations de personnages ou de pubs, il y a plus de diversité, vous allez voir une femme blanche et un homme noir. Vous verrez hyper rarement une femme noire. Et c'est pour ça que je tiens à l'expliciter on est à 36%, c'est plus élevé pour la diversité ethnique, parce qu'en fait, on est au croisement des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va avoir des équipes, notamment en top management, mais dans l'ensemble de l'entreprise, qui sont diversifiées, et donc sur tous les sujets dont je parlais plus tôt, plus on va avoir des probabilités de surperformance financière. Pourquoi? Moi, l'explication, le raisonnement que j'ai, parce qu'on est sur une corrélation, une probabilité, on est sur une corrélation, c'est pas un lien de causalité affirmé, puisqu'il peut y avoir plein d'autres externalités qui peuvent expliquer, ou internalités qui peuvent expliquer cette surperformance. Mais considérant qu'elle est pertinente, cette corrélation, pourquoi on est là-dessus? Moi, il y a cette expression que j'aime bien en anglais qui est think outside the box, et en français, on traduirait ça par sortir des sentiers battus. Mais on va rester sur cette idée de boîte. Et c'est l'idée que lorsqu'on a tous et toutes les mêmes profils dans une entreprise, et notamment dans le top management, en fait, la boîte, c'est la même tout le temps. La boîte d'idées qu'on a, c'est tout le temps la même. Et donc, on va chercher à aller au-delà, mais au final, par rapport aux entreprises concurrentes qui ont les mêmes profils également, en fait, on va tous et toutes s'arrêter au même endroit. Par contre, si on rajoute des profils différents, en fait, les boîtes, elles vont pas se superposer parfaitement. Elles vont prendre plus de place, et ce qui fait que des idées qui étaient novatrices dans un groupe avec les mêmes profils, elles ne vont plus être novatrices, elles vont être évidentes, elles vont sortir beaucoup plus facilement. Et donc, le think outside the box, la boîte, elle a grandi. Et donc, on va aller encore plus loin. Et pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que lorsqu'on a des équipes diversifiées, il y a plus, en moyenne, 19% d'innovation. Donc, ça va exactement dans le sens, on a plus de créativité.
Pourquoi? Parce qu'on a on a des vécus, des parcours différents. En fait, on va pas aborder les choses de la même manière. Et donc, c'est un enrichissement pour la structure, de prendre en compte, enfin, d'avoir, cette diversité dans son équipe parce que du fait de ne pas avoir les mêmes parcours, bah, il y a des choses qu'on va relever et qu'on va dire: «Non mais attends, ce produit, on devrait peut-être l'améliorer comme ci ou comme ça». Mmh. Évidemment, ça revient là, on parle de diversité, mais tout ça et d'ailleurs, c'est le dernier rapport de McKinsey là-dessus qui disait: «OK, la diversité, c'est cool, mais en fait, ça marche pas s'il y a pas d'inclusion». Donc ça Ouais. revient à ce que je disais plus tôt de ça ne sert à rien de chercher à avoir des équipes diversifiées si on ne les écoute pas, en fait, les profils qui changent, qui sont différents. Et pour donner un exemple de la pertinence d'avoir des profils qui sont différents, même dans la conception des produits et surtout dans la conception des produits et des services des entreprises, je pense que tout le monde voit les robinets automatiques. Vous savez, vous passez la main dessous et l'eau coule. Oui. Eh bien, il y a un certain nombre de ces robinets qui ne fonctionnent pas correctement avec les pots foncés. Ce qui fait que des personnes noires ou sud-asiatiques, qui ont souvent la peau foncée, bah, en fait, ne peuvent pas s'en servir correctement. J'ai des amies, c'est juste un filet d'eau qui coule et elles sont Mmh. pas nécessairement au courant de ça. Il y a plein de gens qui sont pas au courant de ça d'ailleurs, et le jour où je leur ai dit, elles sont tombées des nues parce qu'elles étaient persuadées qu'elles ne savaient pas se servir du robinet, alors qu'en fait, la conception du robinet a eu un biais raciste parce que les personnes qui l'ont conçu, les ingénieurs derrière cette technologie, c'était que des personnes blanches. Mmh. Et c'est pas qu'ils sont racistes en soi. Ces personnes, elles sont pas racistes en soi, en elles-mêmes. C'est un biais inconscient. Donc on est sur de l'inconscient. Et comme elles étaient entre elles, il y en a aucune qui s'est posé la question: «Est-ce que ça fonctionne sur toutes les carnations?» Mmh. Et donc là, on est sur une question d'hygiène, on est sur une question de santé publique, parce qu'il y a de plus en plus de robinets automatiques dans notre vie de tous les jours. Complètement. Et donc, c'est surtout avec la pandémie qu'on a eue et on sait qu'on va en avoir d'autres par la suite, on est aussi sur des enjeux de santé publique. Mmh. Là, typiquement, c'est pour ça qu'il faut briser cet entre-soi, parce que la crise climatique qu'on commence à vivre à l'heure actuelle, le GIEC est formel là-dessus et les études le sont aussi. Les premières populations qui vont être touchées, ce sont, bah, déjà les personnes qui vivent le plus de discrimination, c'est-à-dire typiquement les femmes et les populations racisées et les plus Mmh. et souvent, bah, populations les plus pauvres, bah, en fait, ça rejoint les femmes et les personnes racisées. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de vraiment, casser cet entre-soi et en Occident et en France notamment, il faut vraiment, qu'on avance là-dessus et ça marche pas que sur, la question des personnes racisées. Ça peut être vos bureaux, mais ça, j'en parle après de l'importance de mettre des personnes concernées dans la boucle. Ça a été un premier exemple, mais je vais pas tout spoiler maintenant. Voilà. Non, mais on voit, effectivement à travers, les exemples que tu cites et puis les idées que tu montres que, il y a un cercle vertueux qui doit être créé, non seulement par, devoir éthique, mais aussi parce que ça a des implications, pour l'entreprise qu'elle ne soupçonne même pas, du recrutement jusqu'à même, la au développement produit et à l'utilisation, à l'expérience utilisateur. Donc Totalement. c'est, quelque chose, d'absolument crucial parce que c'est Et aussi les centres de profit. aussi et en plus, on sait notamment, bah, en fait, il y a le quiet quitting, enfin la démission, silencieuse et il y a eu la grande démission et elle a encore lieu et en plus, là, on a des études qui sortent comme quoi la grande démission, ça touche encore plus les femmes qui partent parce qu'elles Mmh. en ont marre de pas être entendues. Donc on a une question de rétention des talents et en plus, les 18-24 ans, l'immense majorité veulent travailler pour des entreprises qui s'engagent sur ces sujets et ça aussi, c'est une question de coût. En fait, les gens qui ne restent pas dans les structures, ça coûte 1,5 fois leur salaire annuel cotisé, donc c'est-à-dire avec les cotisations patronales qui s'ajoutent, à l'entreprise pour les remplacer. Mmh. 1,5 de salaire, ça coûte. C'est des coûts qui sont énorme et il y a une poss et l'une des façons d'y répondre et pour moi, c'est la façon la plus importante parce qu'elle est nécessaire et suffisante, c'est la diversité et l'inclusion. Parce que l'inclusion, en fait, c'est, la base pour la qualité de vie au travail. Si les gens se sentent inclus et incluses, en fait, leur qualité de vie au travail, elle va s'améliorer. Parce qu'on est vraiment dans une démarche qui est, pour le coup, écologique. Oui, Écologique, c'est pas que, prendre soin de l'environnement, c'est aussi repenser nos rapports, ensemble et notamment dans le monde du travail. Et effectivement. et donc, moi, on avait eu
on avait vu des gens qui cherchaient une agence en QVT. On avait dit, bah, venez bosser avec nous, on travaille sur la diversité et l'inclusion et donc sur la QVT. On a dit, ah non, non, on veut travailler sur la QVT. En fait, si tu travailles sur ton inclusion, nécessairement, ta QVT, elle va s'améliorer. Et nous, dans les audits qu'on fait, et notamment la partie questionnaire anonyme à destination des salariés, il y a une partie qui s'appelle indicateur d'inclusion. Et en vrai, 90% des questions, c'est des questions qui sont liées à la qualité de vie au travail. Ouais. Ça va me permettre de faire le pont avec la partie suivante. C'est magnifique. Qui est comment obtenir en fait les critères concrets de mesure pour auditer l'inclusion en entreprise en toute légalité, je spécifie, parce qu'on a beaucoup ce critère-là en France du fait que les statistiques ethniques, etc., sont parfaitement interdites dues par notre histoire. Et donc, c'est intéressant d'avoir ton avis, toi qui conduis des audits à longueur de temps, de nous dire quelles sont les possibilités ou non et comment bien le faire. Alors, du coup, merci d'avoir dit que les statistiques ethniques étaient interdites. Ce n'est pas le cas. Je l'ai fait en provocation, je le savais. Oui, je sais. Alors, c'est vrai que c'est une idée reçue que les statistiques ethniques, on n'a pas du tout le droit d'en faire en France. En fait, on peut les faire, mais c'est juste super encadré. Et typiquement, il y a la question de l'anonymat. Donc, il faut respecter l'anonymat des personnes. C'est pour ça qu'en vrai, les entreprises ne peuvent pas le faire en interne. Typiquement, si elles veulent croiser cette information, elles ne peuvent pas le faire en interne parce que quand on demande un certain nombre d'informations, on finit par savoir qui est derrière. Et puis, en vrai, si vous n'avez pas beaucoup de personnes racisées, vous allez savoir ce qu'elles ont répondu. Donc, dans tous les cas, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que généralement, les entreprises vont l'externaliser et que nous, on le propose. Et donc, il faut que ça soit anonyme. Il faut que la personne ait la possibilité de dire « je ne souhaite pas répondre ». Et il faut qu'on soit sur une question d'identification personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas leur demander « est-ce que vous êtes noir, blanc, asiatique, arabe ?» On va leur dire « comment êtes-vous identifié ?» Et donc, ça va être « je suis identifiée en tant que personne blanche, je suis identifiée en tant que personne noire, je suis identifiée… » Et c'est là où, en fait, on n'est pas sur de l'origine ethnique, on est plutôt sur des questions raciales. Donc, c'est là où il y a des différences, parce qu'en France, typiquement, chez les personnes blanches, il y a plusieurs ethnies. Il y a les Corses, il y a les Bretons, il y a les Picards. Tout ça, ce sont des ethnies et ça reste des personnes blanches. Donc, voilà, du coup, je l'ai faite. La précision, la différence entre ethnie et race. Et donc, vous voyez qu'en tant que personne blanche, on peut avoir plusieurs ethnies. Enfin, moi, typiquement, ma mère, elle est picarde et mon père, il est parisien et corse. Voilà. Donc, du coup, techniquement, j'ai 3 ethnies et je suis blanche. Voilà, donc du coup, il faut je récapitule, l'anonymat qui est protégé, la possibilité de dire « je ne souhaite pas répondre » et qu'on soit sur une identification personnelle. Donc, on n'impose pas le choix de l'identification. Oui. Pour revenir plus généralement sur le reste de la question, donc comment on fait, comment on construit ça? Typiquement, nous, ce qu'on a fait pour les audits qu'on fait, les questionnaires anonymes, on a donc une partie qui nous permet de mesurer la diversité des profils. Donc, on leur pose l'ensemble de ces questions, toujours donc, dans le respect de la CNIL et du RGPD. Et après, on pose des questions sur les pratiques managériales, donc l'organisation du travail, les indicateurs d'inclusion, les indicateurs de discrimination et la perception de la politique diversité et inclusion de l'entreprise. Parce que nous, on a été un peu surprise de se rendre compte qu'il y avait des gens des salariés qui répondaient que leur entreprise avait une politique diversité et inclusion établie, bien affirmée, alors que l'entreprise nous disait on n'a quasiment rien fait. Et ça nous permet aussi de voir le degré de sensibilisation. Est-ce que les gens, ils ont une lecture fine ou pas? Donc, est-ce que, je me permets de t'interrompre une seconde, est-ce que tu as déjà eu le cas inverse, qui est des entreprises qui se pensaient extrêmement bien renseignées à ce niveau-là et où tes questionnaires ont montré que dans les faits, les salariés ne le voyaient pas du tout? C'est le cas, ça arrive. Pour l'instant, on ne l'a pas vu tant que ça. Globalement, c'est assez équilibré. Les gens ont des lectures assez fines de ce qui se passe dans leur structure. Après, plus on va avancer, plus je pense que ça peut se produire. Mais ça va beaucoup dépendre du niveau d'exigence des salariés, en fait. Donc, ça va dépendre de leur propre conscientisation de ces sujets-là. D'accord. Et donc, s'il y a peu de conscientisation de base, ils vont avoir l'impression que l'entreprise fait au moins autant que ce qu'elle pense faire. Je comprends. Et après, nous, on travaille beaucoup avec des entreprises qui ont un impact social.
Et donc, du coup, il y a le sentiment que l'entreprise fait plus, notamment parce qu'elle est tournée vers l'externe, alors qu'un interne, elle n'a pas nécessairement une politique qui est déployée, en fait, qui Mmh. est précise et déployée. Donc, ça dépend vraiment aussi des secteurs d'activité des entreprises là-dessus et de la sensibilité de chaque collaborateur et collaboratrice. Et donc, Effectivement. voilà. Et pour revenir à les critères de mesure, comment on fait ça? En fait, derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les différents sujets. Donc, on va croiser déjà d'une manière unidimensionnelle. Alors, je suis désolée, il y Mmh. a mon chat qui est en train de se tordre dans tous les sens. Du coup, j'ai mon regard qui part vers elle. Pas de souci. Donc, on va déjà faire une analyse unidimensionnelle dans le sens où on va regarder les réponses par rapport au genre, par rapport à l'âge, par rapport au handicap, par rapport à la race sociale. On va regarder tous ces éléments et ensuite, on va les croiser. C'est-à-dire qu'on va recroiser le genre et l'âge, le genre et le handicap, le genre et la race. Et on va le croiser dans tous les sens, en fait, pour Mmh. avoir vraiment une lecture super fine. Et on va le croiser même pour les personnes qui remplissent tous ces critères-là. Alors, ça arrive pas si souvent que ça, mais ça peut arriver. Mais toujours, donc on fait de l'agrégation d'informations. Et comme on fait de l'agrégation d'informations, s'il n'y a qu'une seule personne qui rentre ou très peu de personnes qui rentrent dans une catégorie ou dans plusieurs catégories, on ne va pas prendre en compte cet agrégat. Parce que sinon, D'accord. on va casser l'anonymat de la personne. Mmh. On travaille sur de l'agrégat, ce qui protège l'anonymat. Mais en fait, si par exemple, je sais pas, on est dans une équipe je vais prendre un exemple un peu extrême, mais on est sur une équipe de 40 personnes, il y a 3 femmes dedans. Mmh. Extrême, mais qui, à mon avis, se produit dans certains, selon les métiers, ça se produit. En fait, typiquement, on va pas faire d'analyse du genre. On va donner une expression globale, mais on va pas donner les réponses par rapport au genre, parce qu'en fait, ces 3 femmes, on va savoir directement ce qu'elles ont répondu. Oui, l'idée, c'est pas de mettre des boucs émissaires, à la fin des audits, quoi. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de protéger les salariés dans leurs réponses, parce Mmh. que, heu, parce que sinon on casse, leur protection et c'est pas le but, en fait. Le but, c'est vraiment de leur permettre de s'exprimer et d'être entendus en toute sécurité. Donc C'est voilà, important aussi, pour les salariés quand vous arrivez et que vous expliquez la démarche, de savoir qu'ils ne seront pas mis en porte-à-faux aussi, qui totalement. est, pour lancer tout projet autour de la diversité et de l'inclusion, c'est capital d'avoir, les salariés qui sont embarqués et qui se sentent protégés, non pas mis en porte-à-faux. Totalement, totalement et d'ailleurs, le détail des réponses, du coup, n'est jamais communiqué à l'entreprise. Mmh. L'entreprise, elle a le droit à notre analyse statistique, donc qui a été travaillée, affinée et nous du coup, nous, on protège, on fait, muraille de Chine, en fait, pour protéger la oui, l'anonymat, en fait, des salariés et de leurs réponses, tout en ayant la lecture la plus fine possible des différentes catégories de diversité et à ma connaissance, je crois que nous sommes la seule agence à proposer une lecture multidimensionnelle des réponses. C'est-à-dire à ne pas faire que par catégorie, mais vraiment de croiser les différentes catégories. Et du coup, les bénéfices concrets de conduire un audit de ce type, donc que ce soit unidimensionnel et puis bidimensionnel ou multidimensionnel, c'est quoi les vrais bénéfices pour toi, pour l'entreprise? L'un des avantages, c'est que ça permet de confronter ce que l'entreprise pense et la réalité du terrain. Il y a une notion qui s'appelle l'iceberg de l'ignorance. Mmh. C'est une expérience qui a été faite dans les années 80 dans les usines, mais on sait qu'il fonctionne aussi, dans l'ensemble des entreprises. C'est que dans le top management, on est au courant de 4 de ce qui se passe dans l'entreprise. OK. Qu'en fait, on est totalement biaisé. On ne sait rien, parce que 4 c'est ridicule. Après, on ne pourrait pas avoir collecté 100 de l'information de ce qui se passe en entreprise. Mais en fait, l'audit permet vraiment d'avoir une vision 360 de tout ce qui se passe dans la structure. Enfin, au niveau diversité et inclusion. Et ça va nous permettre, typiquement, sur les indicateurs de discrimination, on va relever le nombre, on va demander en fait, est-ce que vous avez été témoin ou victime d'une agression, enfin d'un comportement discriminatoire sur le genre, enfin sexisme, racisme, homophobie, etc. Et en fait, si on reconduit ça d'année en année, on va pouvoir voir comment ces chiffres évoluent. Mmh. Et s'ils augmentent, alors qu'on a mené une politique diversité et inclusion, qu'on a mis en place une stratégie, il y a deux options.
soit les gens sont devenus plus conscients et conscientes de ce qui se passe. Ils et elles savent identifier. Et donc, c'est pour ça que ça augmente au final, parce qu'il y a une meilleure identification. Typiquement, le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui vient de sortir et qui est catastrophique en termes de chiffres sur l'augmentation. On a l'impression qu'il y a une augmentation des violences. Mais la question, c'est est-ce qu'elles ont vraiment augmenté? Ou, en fait, est-ce que les gens en ont davantage conscience? Et ça, c'est un peu compliqué de le savoir sans faire de l'enquête qui est pour le coup plus qualitative derrière. Oui, les chiffres peuvent être biaisés, quoi. En fait, la lecture des chiffres, l'origine de ces chiffres, c'est est-ce que vraiment on a plus de violence depuis MeToo ou en fait MeToo, au contraire, a permis une prise de conscience et de se rendre compte de la réalité du vécu et de quelque chose qui a été vu comme pas grave et enfin qualifié de ce que c'est-à-dire une agression sexuelle. Il y a 40 ans, une main aux fesses, c'était vu comme pas grave. Mais ça a toujours été une agression sexuelle. Mais Oui, maintenant, oui. on se rend compte que c'en est une. La perception des publics a énormément changé par rapport à ça. Typiquement, un baiser volé, je mets des gros guillemets autour de cette expression qui est pourrie, c'est une agression sexuelle. Mais jusqu'il y a encore 10-20 ans, est-ce que c'était considéré comme tel dans l'esprit du public? Du coup, est-ce que l'augmentation, elle est liée à ça? On ne va pas rentrer dans tout le détail du rapport du HCE, mais tout ça pour revenir à l'autre option. S'il y a une augmentation des cas de discrimination, de comportement discriminatoire, pour le dire pour englober toutes les notions de tous les critères. Voilà. C'est qu'il y a eu une augmentation importante des salariés. Il y a eu beaucoup d'embauches. Et en fait, les gens qui ont été embauchés n'avaient pas le même niveau de valeur, les mêmes valeurs sur ces questions que les salariés actuels. Et donc, ça a conduit à une augmentation de ces cas. Et dans ce cas-là, il va falloir très vite aller parler aux nouveaux et nouvelles arrivantes et faire de la sensibilisation là-dessus et de poser les choses très clairement de ça, c'est pas OK. Et donc, pour faire, ça va être nécessaire de former les managers et les manageuses à identifier ces situations et savoir comment y réagir. C'est-à-dire qu'un manager ou une manageuse qui entend une phrase qui est sexiste entre deux personnes de son équipe, son rôle, c'est de dire à la personne, souvent un homme, qui a tenu ces propos, ce n'est pas la philosophie de l'entreprise, on n'accepte pas les propos sexistes et j'aimerais que tu ne tiennes plus ce genre de propos. Oui. Alors, justement, ça, c'est de l'ordre des processus de l'entreprise et de la réaction de l'entreprise ou de l'action, pas que de la réaction. Justement, quand on avait échangé ensemble la première fois, tu me disais disais toute l'importance de poser des processus au sein d'une entreprise sur ces questions-là. Ça m'intéresserait qu'on aborde le sujet, si ça te convient. Bien sûr. Je pense que c'est un sujet super important. Et en amont, je tiens à rappeler que l'employeur a une obligation de sécurité. Ça, globalement, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Quand on parle à des populations de RH, je crois que c'est la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment. Ça, tout le monde le sait. Ce qui est un peu moins conscientisé, c'est que cette obligation de sécurité, ça n'implique pas que la santé physique, ça implique aussi la santé mentale. Et que les micro-agressions, donc c'est-à-dire des comportements qui portent préjudice à des catégories de population, mais ces comportements ont été normalisés, en fait, ont un impact phénoménal sur la santé mentale des personnes concernées. Donc donc protéger les salariés face aux situations de discrimination, c'est aussi remplir l'obligation légale de sécurité de l'employeur. Et je pense qu'à terme, on a de plus en plus d'avocats et notamment d'avocates qui se spécialisent sur ces questions. Et à terme, cet argumentaire va finir devant les prud'hommes. C'est une certitude. Est-ce que les prud'hommes vont les valider tout de suite? Je ne sais rien. Je ne suis pas sur le terrain prud'homme tous les jours, donc je ne sais pas. Mais cet argumentaire, parce qu'on a les études maintenant qui le prouvent que ça a un impact sur la santé mentale, il va arriver de plus en plus. Et les entreprises qui ne mettent pas en place des sensibilisations, des processus pour limiter les situations de discrimination, et notamment de micro-agression, à terme, pour moi, vont perdre au prud'homme sur ça. De la même façon que dans les usines, les entreprises qui ne fournissaient pas le matériel pour se protéger ont perdu. Oui, la jurisprudence n'a pas encore établi, mais ce n'est qu'une question de temps, quoi. À mon sens,
c'est une question de temps et autant que les entreprises prennent ça en amont. Une fois que ça c'est dit, donc ça rappelle aussi l'importance, on en a parlé avant des chiffres, mais il y a aussi anticiper l'évolution légale, l'évolution jurisprudentielle là-dessus, l'évolution du droit. Et donc maintenant que c'est dit, comment l'idéal, c'est de faire les processus en amont et pas d'attendre qu'une salariée arrive dans notre bureau en tant que RH et nous dise il y a ça qui s'est passé et qu'on n'ait aucun processus parce que dans les situations de crise, lorsqu'on n'a pas de processus, généralement, on passe à côté. Donc l'idée, ça va être de travailler en amont. On travaille toujours sur la situation du pire. Ça évite de faire de la gestion de crise. Cool. Parce que c'est très stressant, les gestions de crise, surtout sur ces sujets. Enfin, en général, mais ces sujets, à l'heure actuelle, c'est très, très stressant parce qu'on ne sait pas comment bien faire les choses. Et donc, si on travaille en amont, le jour où ça se produit, si ça se produit, on espère que ça ne se produise pas, mais on prévoit pour le pire. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais avocate spécialisée en fiscalité, c'est on étudie toutes les options et on prévoit toujours pour le pire. Et on voit comment on sort des situations. Je fais quelque chose qui me frustrait profondément quand j'étais avocate et qu'on était à la sortie d'un montage, c'est si le montage avait été fait souvent par un comptable, il n'y avait pas l'option de sortie et on avait des options de sortie qui étaient absolument dégueu pour le client. Et donc, pour rattraper ça, c'est une catastrophe. Et là, c'est un peu la même chose. C'est on prépare en amont pour faire un meilleur accompagnement. Déjà, ça protège l'entreprise. C'est cool. Ça protège les salariés. Et c'est déjà super. Et ça protège l'entreprise tant en interne qu'en externe, en fait. En interne, dans le sens, ça évite du prud'homme. Dans un sens comme dans l'autre, pour le salarié qui a été sanctionné et pour la salariée qui a indiqué son problème. Alors là, je genre les situations parce qu'on sait que statistiquement, pour le cas du sexisme, par exemple, ce sont plus les femmes qui sont victimes et plus les hommes qui sont auteurs. C'est pour ça que je genre de cette façon. Et ensuite, ça évite aussi un problème externe, c'est-à-dire la relation publique. La communication externe. Parce que si on est face à une salariée, et même plusieurs salariés, parce qu'en vrai, ne nous faisons pas d'illusions, quand ça se produit une fois, ça c'est le sommet de l'iceberg. En dessous, il y en a 10 autres qui attendent derrière. Et donc, là, par exemple, je pense au scandale Ubisoft, Blizzard, Activision et j'en passe. En fait, quand ça sort, il faut le gérer ça derrière. Et si on n'a pas bien préparé sa stratégie en amont et qu'on n'a pas fait de son mieux, ça nous pète à la figure. Et d'ailleurs, Ubisoft, l'une des raisons pour laquelle ils s'en sont sortis à peu près là-dessus, c'est parce que dans la foulée, ils ont mis en place un département diversité et inclusion. Ils ont dit, on est passé à côté, on a fait de la merde, on va corriger ça. Du coup, je vais expliquer comment on le fait, mais tu as peut-être une question, vas-y. Oui, c'était que tu m'avais évoqué l'idée il y a quelque temps que aussi quand on est dans la réaction, on ne se comporte pas de la même manière parce qu'on a des humains en face de soi. Donc, oui. Totalement. En fait, quand effectivement, quand on est dans la réaction et qu'on n'a pas été préparé à ça, en fait, on va avoir on peut se surprendre et pas se reconnaître soi-même. En fait, c'est une situation de danger. Et c'est des questions de sang-froid. Et en fait, si on n'a pas réfléchi en amont, c'est l'instinct qui prend le dessus. Et l'instinct, il révèle des choses qui ne sont pas toujours très agréables de nous-mêmes. Voilà, parce qu'il y a tous ces biais qui s'activent, donc des biais inconscients. On ne veut pas nécessairement blâmer la victime ou minimiser la situation, mais en fait, on peut se retrouver à le faire. Ou alors, on gère pas bien la situation juste avec la personne, en fait, et elle est plus blessée qu'autre chose, et ça va créer une distance entre les deux personnes, mais aussi avec l'entreprise. Donc, on travaille sur les processus en amont, et typiquement, ça va être notamment, on réfléchit, on travaille sur comment on accueille les victimes sur ça. Et la personne vient nous voir, comment on l'accueille, comment on place le processus et qu'est-ce qu'on lui dit. Typiquement, moi, ce que nous, on recommande chez Projet Adelphité, c'est de la remercier pour sa confiance, de lui demander ce qu'elle veut faire, même plutôt de lui indiquer les options qui sont possibles pour elle et ce que l'entreprise peut faire. Et donc, pour répondre à ça, sur ce que l'entreprise peut faire, en fait, on va travailler notamment sur des chartes égalité en amont qui vont indiquer les sanctions qui se déclenchent dans le cas de certains comportements.
Mhm. Et les chartes égalité, en fait, l'avantage, c'est que ça rentre dans la notion de règlement intérieur. Oui. Et donc, l'employeur peut prévoir des sanctions là-dessus. Évidemment, ça doit être proportionnel, il faut que ça respecte le droit du travail là-dessus, mais c'est totalement possible de prévoir des sanctions par exemple, il y a un agissement sexiste, donc ça va être par exemple un propos sexiste. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'il y a un avertissement? Ça va être inscrit dans le dossier de la personne. Est-ce qu'il y a une obligation de suivre de la sensibilisation là-dessus? Mhm. Et si ça se répète, qu'est-ce qui se passe? Second avertissement, on fait un entretien. Est-ce qu'au bout d'un moment, on envisage un licenciement? Mhm. L'idée, c'est, selon la gravité, quand on est dans un cas d'agression sexuelle, à mon sens, c'est essentiel de licencier la personne. Oui, oui. En fonction des situations, évidemment, de tout prévoir pour ne pas avoir à réagir sur l'instant, quoi. Exactement. Et parce que en fait, l'avantage d'avoir tout prévu en amont, c'est qu'on n'est plus dans l'émotionnel. On sait ce Mhm. qu'on doit faire et donc le cerveau, il est plus en train de partir dans tous les sens. On a moins besoin de se réguler pour bien y répondre. On est en mode: «Bah, en fait, ça, on a décidé ça à tête froide». Il n'y avait pas d'émotionnel, on ne savait pas qui pouvait être impliqué et du coup, ça s'applique de la même façon pour tout le monde. Ça veut dire que s'il y a un top manager qui s'amuse, bah, à mettre des mains aux fesses, donc c'est une agression sexuelle, à des collaboratrices, bah, en fait, c'est un licenciement. Mhm. Peu importe la personne, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Exactement et en fait, c'est aussi je prends l'exemple des top managers parce que c'est des moments où ça devient très politique et donc Mhm. ça permet de dire au CEO qui va devoir signer ça parce que c'est un de ses top managers, donc il ou elle va devoir valider ça, lui dire: «C'est ce qu'on a décidé ensemble. C'est la charte égalité, c'est ce qu'on a décidé ensemble. Si on ne le fait pas, ça renvoie le message aux collaborateurs et collaboratrices qu'on protège les agresseurs sexuels à partir du moment où ils sont au top management et c'est pas nos valeurs». Et bon, sur les questions évidemment d'agression, etc., on comprend très bien l'enjeu. Sur des chartes, sur d'autres types de publics, donc vu qu'on est autour de la diversité et de l'inclusion, on a tout un tas d'autres types de publics avec d'autres types de comportements qui sont possibles. Quels sont les bénéfices, par exemple autour des personnes racisées, on comprend bien, mais même en termes de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Qu'est-ce que tu conseilles de faire dans ces cas-là? Alors en fait, ça va être l'idée de bien définir ce que c'est un comportement discriminatoire. Mhm. Un propos discriminatoire. Sachant que alors je reprends l'exemple du sexisme 30 secondes, parce que la notion d'agissement sexiste, ça s'applique que, ça soit un propos à l'égard des hommes aussi. Mhm. Faut juste faire attention à ça parce que sociologiquement, on n'est Oui, pas oui. exactement et légalement, on n'est pas exactement sur les mêmes définitions. Après sur les autres notions de propos discriminatoires, c'est du global. Donc en fait, des personnes blanches peuvent être considérées comme étant victimes, de racisme, alors que sociologiquement, on sait que le racisme anti-blanc n'existe pas parce que ça ne s'exerce pas que sur des propos ou des comportements, mais de façon, systémique. Donc il n'y a Mhm. pas que, juste des propos. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais toutefois, l'idée, ça va être vraiment de définir ce que c'est en fait le propos et l'agissement discriminatoire. Donc Mhm. il y a des textes là-dessus, il y a de la socio là-dessus et l'avantage, de la même façon que par rapport au sexisme, en fait, c'est qu'on protège les salariés et qu'on leur dit: «On est là pour vous, en fait et c'est aussi chez vous l'entreprise. Vous participez à la construire» et donc ça renforce une confiance. Et ces chartes, pour toi, doivent être gardées dans les petits papiers des départements RH ou partagées à l'ensemble des salariés? Comme le règlement intérieur, ça doit être affiché partout et partagé à l'ensemble des salariés et rappelé, et de leur indiquer aussi les procédures associées à ça, donc qu'est-ce qui se passe? Et de savoir vers qui s'adresser. Est-ce qu'il faut aller voir les managers, le manager ou la manageuse en premier? Est-ce qu'il faut aller voir les RH en premier? Et donc, plus on va communiquer ça, plus si ça se produit, ça va être facile de prendre la parole et de dire, en fait, je sais ce que je dois faire et je décide. Et le ou la salariée qui vit ça a la possibilité de décider, en fait. Mhm. Il et elle, sachant ce qui va se passer, décide du comportement il ou elle veut avoir. Très bien. C'est super important, je pense. Ça nous permet aussi de faire le lien, je trouve, avec notre dernière Mmh. partie, qui est pourquoi c'est important et absolument indispensable d'inclure les personnes concernées dans la mise en place de ces process et dans les prises de décision.
Totalement. C'est essentiel parce que si on n'est pas concerné, en fait, on n'a pas conscience de toutes les implications Mmh. et on n'a pas la même vision. C'est pour ça que nous, on recommande toujours, de prendre en compte les personnes concernées dans la création de ce genre de mécanisme et donc ça implique aussi de créer ça avec les salariés. Nous, Mmh. on fait des ateliers de codev, en fait, typiquement pour développer les chartes égalité. C'est ce qu'on propose. Alors, soit on le fait avec, soit on fait juste avec les codir, soit on fait avec les équipes. Ça et avec les équipes, ça dépend aussi des budgets des entreprises. Mais nous, on recommandera toujours de travailler avec les équipes parce que ce sont elles qui sont sur le terrain tous les jours et qui connaissent leurs besoins. Mmh. Pour donner un exemple de l'importance d'inclure les personnes concernées dans les prises de décision, parce que sinon on passe à côté de la plaque, le dans la structure où j'étais, il y a une des ailes, du bâtiment qui a été complètement rénovée. D'accord. L'intérieur a été totalement refait et donc ils ont fait appel à un cabinet d'architectes pour ça et il se trouve que dans l'équipe qui était dans cette aile, il y a une personne qui est en fauteuil roulant. Mmh. Et donc cette personne a dit au cabinet d'architecte: «Écoutez, si vous voulez que je revoie avec vous les plans et tout pour m'assurer que c'est bien, je suis disponible». Il fait: «Ah non, il y a pas de souci, on est experts, nin, on gère le truc». Tu vois, vous voyez tu sais les booths maintenant où tu sais, où tu peux passer tes appels, en silencieux, genre, Oui, sans oui, les cabines, d'appels téléphoniques, insonorisées. exactement. Ben, il y en a beaucoup qui ont une marche. Ben, ils ont mis ça et ils ont mis un siège qui est pas amovible. Mmh. Et que lui, il pouvait pas s'en servir avec son fauteuil. Il pouvait pas avoir accès et alors ça, à la rigueur, tu me diras, il y a des gens qui peuvent dire: «Bah, il peut passer ses coups de fil dans la salle de réunion». Ouais, mais la salle de réunion, elle était tellement en longueur et donc étroite qu'il ne pouvait être qu'au début de la salle. En fait, il y avait très peu d'espace entre les chaises et le mur, donc il était toujours obligé d'être au même endroit. Mmh. Ce qui était du coup super désagréable pour lui, enfin et voilà et ça, typiquement, bah, ça a été quelque chose qui a été mis en place sans prendre en compte, les personnes concernées. Ceci étant dit, nous, ce qu'on fait et ce qu'on recommande de faire, c'est de construire des politiques, de prendre en fait des éléments précis et de construire des politiques générales. Des éléments précis, des statistiques précises par rapport à des individus, à des catégories de population et de construire une politique générale. Je donne un exemple. Ouais, un exemple serait à propos, je pense. Même 2. J'en ai même 2. Je vais reprendre l'exemple des personnes handicapées. Hem, les handicaps, il y en a pléthore en fait. Donc déjà, on ne peut pas faire une politique spécifique par rapport, heu, par rapport à ça parce qu'il y en a plein. Donc c'est toujours important de demander à la personne ce dont elle a besoin et donc quels sont les aménagements de poste dont elle a besoin et donc ça, c'est une obligation légale. La plupart des Mmh. aménagements de poste, en plus, sont assez simples. Mais ça pose 2 problèmes. Ça pose un problème qu'il y a des salariés qui vont avoir le sentiment qu'il y a un traitement de faveur parce qu'il y a un budget qui a été débloqué. Mmh. Un traitement de faveur, hein, mais il y a des gens parfois, qui ont besoin d'avoir les mêmes choses que les autres alors même qu'ils en ont pas besoin. Heu Mmh. et ça pose le problème aussi des personnes qui ne veulent pas l'expliciter. Je pense par exemple aux personnes autistes, qui sont hypersensorielles Mmh. et qui ont pas un autisme, qui est qualifié d'handicapant, Oui. mais du coup qui veulent pas dire: «En fait, j'ai besoin d'un casque coupe-son Mmh. pour que l'open space soit plus supportable pour moi». Bon, je déteste à titre personnel les open space, mais on va garder cet exemple. Et donc cette personne va se retrouver à acheter un casque coupe-son parce que c'est un besoin et selon la structure dans laquelle elle va être, on peut lui reprocher. Moi, typiquement, j'en avais besoin parce que je suis hypersensorielle. On m'a reproché d'avoir le casque, hein. «Oh, Mmh. on a l'impression que tu es pas accessible». Bon, il y a 2 Mmh. hommes qui portaient le casque, je sais qu'on leur a jamais dit ça, donc bon, il y avait de la misogynie là-dedans, hein, qu'on se mente pas, mais toujours est-il que il y a ces 2 problématiques qui se posent. Donc nous, ce qu'on va recommander, c'est qu'il y ait Mmh. un budget qui existe à l'arrivée de chaque salarié pour l'aménagement de son espace de travail, en fait. Donc je sais pas, ça peut être 200-300 €, tu vois, je dis un chiffre au hasard et en fait, d'année en année, qu'il y a un budget qui soit alloué aux salariés pour améliorer leur espace de travail, en fait. Et qu'il soit, libre à lui de choisir les commodités dont il a besoin. Exactement, ça va être l'idée et on peut très bien dire, bah, en fait, on a une liste d'éléments qu'on vous propose, vous cochez et donc en fait, on fait des campagnes, d'achat en commun, au global. C'est comme ça revient quand même moins cher.
Mmh. Après, ça, c'est dans les très grosses entreprises que ça se fait. Dans les petites entreprises, on peut faire ça et dire: «Bah, voilà ton budget, tu nous ramènes la facture et tant que ça rentre dans le budget, on s'en moque, quoi». Ou alors on te rembourse la différence, enfin la différence. Tu gardes la différence si c'est plus que ton budget, mais ça permet déjà d'écraser le coût. Mmh. Alors je dis 300 €, hein, mais c'est encore une fois, c'est un Oui, c'est ouais. un chiffre au hasard. C'est à vous aussi de voir avec vos salariés quels sont les budgets associés. Faire attention, potentiellement, selon le type de budget, ça peut être considéré comme du salaire en plus. Mmh. Donc juste faites attention à cet élément. Oui, oui, évidemment. Voilà. Ça, c'est le premier exemple qu'on donne, sur, justement l'aménagement des postes parce qu'au final, ça bénéficie à la qualité de vie, pour tout le monde. Qualité de vie au travail. Ah tiens, on revient. Ah tiens, l'inclusion, qualité de vie au travail. Et l'autre exemple, c'est une statistique enfin, c'est une information qui nous vient des États-Unis parce qu'en France, statistique ethnique, ça reste compliqué. On sait que les femmes noires sont plus sujettes à burn-out que d'autres catégories de la population. D'accord. Et donc dans ce cas-là, on a 3 options. On sait ça et on décide de ne rien faire parce que soit on ne sait pas comment faire, soit on s'en fout. C'est aussi une option, il y a des gens qui le savent, qui s'en foutent. Soit, deuxième option, on se concentre à fond sur les femmes noires, on fait en sorte de les protéger, de les coucouner à fond, ce qui est absolument pas leur rendre service non plus, parce que ça leur permet pas de grandir autant qu'elles le pourraient, et potentiellement, du coup, on bascule dans un paternalisme qui est aussi une forme de racisme ordinaire. Mmh. Et donc, c'est pas ce qu'on recommande. Et en plus, Mmh. ça crée un décalage aussi avec le reste de l'équipe, et cetera. Nous, ce qu'on va recommander, c'est de se dire: «Mais en fait, le problème, d'où vient le burn-out?» Il vient du fait, pourquoi les femmes noires sont plus sujettes à burn-out? C'est parce qu'elles ont 2 choses à prouver en plus. Alors je dis 2 choses parce qu'elles ont pas 2 fois plus. On sait que plus on a de discrimination, plus ça se multiplie, en fait. Donc il y a un facteur démultipliant, heu, Mmh. un facteur multiplicateur qui est là. Donc elles ont le fait qu'elles sont femmes et qu'elles sont noires. Du coup, il y a ces 2 éléments qui font qu'elles ont plus à prouver et qu'elles ont tendance à dire oui à beaucoup plus de choses et à moins faire attention à leurs limites. Et donc ça, c'est aussi une question de comment on organise le travail et comment on s'assure que chaque personne dans l'équipe a suffisamment de charge de travail, mais pas trop non plus. Donc c'est là où, en Mmh. fait, c'est au manager aussi de s'assurer qu'il y a un équilibre dans la répartition des tâches de travail, quitte à dire à leur propre N+1: «Mais en fait, mon équipe, elle peut pas absorber davantage». Et donc, Mmh. avec l'idée on a une femme noire qui a déjà un projet à 20 heures par semaine et se dire: «Bah, en fait, non, je vais pas lui donner ce projet à 15 heures en plus». Parce que ce projet à 15 heures en plus, bah, en fait, elle est à 35 heures, elle n'a plus le temps à passer avec l'équipe, et cetera. Et on sait très bien que, bah, en fait, les 35 heures, il y a une partie qu'on utilise aussi, voire même on est à plus, hein, en France en moyenne. En interaction sociale, en, Voilà, c'est ça. partage, pour, grandir et se professionnaliser, chacun. La formation, les réunions d'équipe, et cetera. Bon, on pense des réunions d'équipe, hein, mais il y a tous ces éléments, et même voilà, la formation continue, là-dessus, on n'a pas le temps de lire, et cetera, alors que ça doit être sur le temps de travail. Et donc se dire: «Bah, en fait, ce projet à 15 heures, soit je mets plusieurs personnes dessus, si c'est Mmh. possible, soit je l'affecte à quelqu'un qui, mettons, je sais pas, elle est sur un projet à 10 heures, la personne, bah, en fait, je lui rajoute 15 heures, elle est à 25 heures, ça reste encore équilibré, et la femme noire, elle est sur le projet à 15 heures et j'essaierai de lui trouver un projet, qui est, pareil à 10 heures, en fait, pour rééquilibrer. Et on a, 10 heures par semaine pour, gérer tous les aléas, qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Et Mmh. sinon, du temps de formation, et cetera, ou du développement, dans les équipes, de création de liens. Et Ouais. donc vraiment, c'est l'idée, en fait, de repenser comment on organise le travail, comment on l'attribue, et évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'on donne plus, de gros projets aux femmes noires. C'est vraiment de comment on traite tout le monde là-dessus, et aussi de prendre en compte la difficulté de certains clients. Mmh. Typiquement, on sait que, les femmes, et notamment les femmes racisées, ont tendance à recevoir des clients plus difficiles et qui sont moins prestigieux en plus. Mmh. Donc faire attention à ça, est-ce que du coup, là, le 15 heures, en fait, il prend pas plus de temps? Mmh. Parce qu'en fait, c'est un client qui est ultra pénible parce qu'il a, des gros biais, misogynes et racistes. Ouais, Peut-être ouais. que c'est un client qui est moins prestigieux, donc ça va moins lui apporter la possibilité d'avoir une promotion. Bon, là, on sort de la question du burn-out, mais je tiens à rajouter cet élément parce que ça fait partie des biais qu'on se rend pas compte. Mais il y a de plus en plus d'études qui montrent bien que,
Les femmes et notamment les personnes et les femmes racisées notamment, ont des clients moins prestigieux et plus difficiles. Toute l'idée est donc de, en fait, permettre à chacun de comprendre ses propres biais et également de ne pas mettre en place des politiques réactionnaires, mais vraiment de traiter les causes de ces biais et de ces sensibilités, quoi. Totalement. En fait, on va travailler aussi sur les processus. Typiquement, là, le processus de dire on regarde le temps de travail et on s'assure que c'est équilibré. Donc, ça implique du reporting, hein, évidemment. Évidemment. C'est pénible pour tout le monde, le reporting. Mais en vrai, ça permet aussi de beaucoup mieux jauger les charges de travail et de rééquilibrer les choses. Et donc, ça va être de travailler sur des processus parce que c'est plus facile de changer les processus que les humains. Donc, on travaille sur les processus pour neutraliser l'impact des discriminations et des biais inconscients, en fait. Typiquement, nous, c'est ce qu'on fait sur les processus de recrutement où on recommande beaucoup les scorecards. Oui. Beaucoup plus objectif que de recruter au feeling. On recrute au feeling, typiquement, les personnes avec un nom de famille à consonance maghrébine, elles sont 33 fois moins reçues que les personnes blanches. Oups. Et qui sont des biais, pas forcément, quand on parle de biais, c'est pas des biais conscients forcément, qui sont travaillés et qui sont faits exprès, quoi. Non, pas du tout. L'immense majorité des cas de discrimination ne sont pas intentionnels. Et c'est l'erreur qu'on a faite depuis 50 ans, où on a commencé à parler de ces sujets véritablement, c'est qu'on pensait que les cas de discrimination, c'est parce que les gens le voulaient. Et donc, on s'est concentré là-dessus et on est parti sur si t'es raciste, t'es méchant. Et donc, on peut pas avoir des conversations rationnelles là-dessus parce qu'on est tout de suite dans l'émotionnel de mais moi, je peux pas être une mauvaise personne, donc je peux pas être raciste. En fait, tu as des biais racistes inconscients comme tout le monde. J'en ai, t'en as. J'en ai également. Voilà, tout le monde en a en fait. Et la question, c'est d'en prendre conscience, enfin, déjà de le reconnaître et de se dire ça fait pas de nous une mauvaise personne, c'est comment je fais pour le neutraliser un maximum. Et donc, ça va passer dans l'entreprise pour gagner du temps, pour accélérer. On va mettre en place des processus qui permettent de neutraliser ça. C'est important de coupler avec la sensibilisation, avec la prise en compte pour les managers de l'importance que c'est d'inclure ces équipes, donc de travailler là-dessus, de mettre des primes qui sont liées à ces éléments-là. Typiquement, l'entreprise a mis en place un congé parentalité plus long, qui permet aux hommes qui deviennent pères d'avoir un congé plus long. L'entreprise ne l'a pas rendu obligatoire. Ce qui fait que dans des équipes, ça va être pris et dans d'autres équipes, ça ne va pas du tout être pris. Mais moi, j'encourage, lorsqu'il y a des primes pour les managers, que cette prime soit indexée sur le nombre d'hommes, le nombre de personnes et notamment le nombre d'hommes qui prend le congé parentalité. Pour concrétiser et inciter les gens à évoluer dans leurs pratiques sans les obliger. Personnellement, je le rendrais obligatoire même, en fait. Mais pour tous ceux qui ne souhaitent pas obliger les gens, justement, en aller plus loin, avoir des incentives autour de ces facteurs. Du plus soft, du plus doux, en fait, c'est le manager qui va pousser de dire « Non, mais je pense que ça serait bien ». Parce qu'en fait, il a un incentive, alors désolé pour le franglais, il a quelque chose qui le pousse à le faire, c'est en fait, sa prime, elle va jouer là-dessus. Donc, en fait, il y a plein de manières de contourner et pas de rendre nécessairement obligatoire les choses, même si, encore une fois, sur le congé parentalité, je pense que c'est une bonne chose, notamment pour faire un basculement dans les mentalités, de le rendre obligatoire, parce qu'en fait, ça évite aussi le stress lié à ça, en fait, se dire, mais en fait, c'est mal vu. Non, c'est obligatoire, donc en fait, ça va pas être mal vu, et l'entreprise, forcément, va s'organiser autour de ça. Super clair. Voilà. Ok, c'était super intéressant. Il nous reste 2 minutes avant la fin. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant de creuser. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On serait ravis d'y répondre. Également, si vous avez des questions pour aller plus loin ou même un projet autour de la diversité et l'inclusion, on est parfaitement disponible sur LinkedIn ou sur je ne sais pas si tu as des contacts que tu souhaites donner. Sur LinkedIn, c'est Laura Driancourt, et par mail, c'est ce que je suis en train de vous mettre tout de suite dans le chat. Voilà. Si vous voulez, je vais en profiter, je fais notre pub. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les questions de diversité et inclusion et de progresser et d'avoir des pratiques actionnables, on a une newsletter qui sort 2 fois par mois.
Et donc, ils proposent des définitions, des explications et aussi des pratiques actionnables sur ces sujets. Super clair. Voilà. Et on a également un podcast qui s'appelle Inclusivement Vôtre, qui partage des voix et des expériences de chefs d'entreprise, de responsables diversité, inclusion, de head of impact, de salariés aussi, et d'expertes et expertes autour du monde du travail et des discriminations. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. La première saison est en cours. Super clair. Un maximum comme ça. Je t'en prie. De mon côté, nous, chez Maria, donc on traite tout un tas de sujets qui sont différents. On a un parcours de webinaire régulier, sauf pendant les vacances là qui vont arriver. Donc, je me permets également de vous afficher notre webinaire de la semaine prochaine. Donc, vous ne serez pas forcément tous sensibles, tous et toutes, parce que ça concerne le retail. Mais on va être autour du retail management avec des invités de grandes entreprises où on va parler du rôle du manager du retail et savoir s'il est un ovni. Voilà. Je vois qu'on n'a pas de questions spécifiques dans le chat. Qui est en train de taper, donc je ne sais pas si c'est... Ah oui, effectivement, on a Flavie qui est en train de taper. Ah, elle est inscrite. Très bien. Hop. Donc, à ce moment-là, on va raccrocher, si ça vous convient. On est super content. On est super contente, on est deux femmes, d'avoir pu échanger sur ce sujet en espérant que ça vous a donné plein de billes, plein d'idées pour évoluer sur ces pratiques. Et puis, dans tous les cas, le webinaire était enregistré et on prépare un digest avec tous les éléments synthétiques qui ont été abordés aujourd'hui. Donc, on vous recontactera soit aujourd'hui, soit demain par mail avec ces éléments pour, si vous souhaitez les partager, etc. N'hésitez pas. Voilà. Comme disait Alice, voilà, si vous avez un projet en diversité et inclusion, n'hésitez vraiment pas, parce qu'on vous propose des missions à 360. Donc, on travaille sur les cultures entreprises, on travaille sur les processus RH, et également, on revoit vos projets de produits et de services pour s'assurer qu'ils soient les plus inclusifs possibles, pour pas faire le louper des robinets automatiques. Vraiment, n'hésitez pas, que ce soit pour de l'audit, dans les processus RH, on revoit aussi les grilles salariales. Donc, on est vraiment sur une offre 360 en question de diversité et inclusion, et toujours avec une approche multidimensionnelle, tant que la loi nous permet de le faire. Effectivement. C'est ça, parce que sur le recrutement, on ne peut pas faire cette approche multidimensionnelle. On est beaucoup pour faire des KPIs, on est beaucoup centré sur le genre, mais parce qu'il n'y a plus d'anonymat, mais dès qu'on peut le faire, on a toujours cette approche multidimensionnelle. Donc vraiment, ce sera... Et on fait aussi des sensibilisations, bien entendu. Donc vraiment, n'hésitez pas, on a une offre 360 sur tous les sujets de diversité et inclusion. Super clair. En tout cas, merci beaucoup Laura, et puis merci à tout le monde d'avoir participé. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.